Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Uspring, émission spéciale Smart Job, délocalisée ici pour cet événement Uspring, le printemps des universités, des entreprises. Bah oui, ça tombe bien, c'est le printemps et on va s'intéresser à la formation, mais aussi à la manière dont on implémente de la formation. On va parler d'IA, j'en suis sûr et je n'en doute pas, dans des entreprises. Comment implémenter ces formations, comment faire grandir les collaborateurs, parce que c'est aussi toute la finalité d'une formation et d'un accompagnement. Trois acteurs qui vont nous faire partager leur point de vue. À ma gauche, Nicolas Abrard. Bonjour Nicolas. Vous êtes senior manager, donc directeur. Je suis directeur chez Julius Terwen. Voilà, utilisons les mots en français chez Julius Terwen. Ravi de vous accueillir. On vous écoutera dans la manière dont vous accompagnez évidemment vos clients, le conseil que vous leur apportez, et peut-être de la formation aussi, on y reviendra avec vous. Jean-Roch Houllier. Bonjour Jean-Roch. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Head of Operations Learning and Digital chez Safran. Vous êtes la tour de contrôle de la formation chez Safran, qui est un groupe international. Et on vous écoutera parce que vous avez aussi conceptualisé. Je dirais que par votre pensée, vous nourrissez aussi des collègues qui vous écoutent, qui vous regardent et qui s'inspirent aussi beaucoup de ce que vous avez mis en place. On reviendra peut-être sur votre parcours tout à l'heure, mais parcours aussi dans le domaine de l'université, de l'école. Une partie de votre carrière s'est faite dans l'éducation. Et ça, c'est intéressant. Et puis, à mes côtés, Julien Lanette. Bonjour Julien. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Global Education Director chez Longchamp. Longchamp, marque de luxe. Maison de mode parisienne, optimiste. Et le luxe n'a pas toujours fait bon ménage. Je me tourne vers vous rapidement, mais n'a pas toujours fait bon ménage avec la notion de formation. Il y avait effectivement ceux qui étaient en train de coudre. Mais la notion de formation dans des maisons de luxe, c'était pas tout à fait évident au départ, non? Alors nous, on a un héritage effectivement qui est ancré dans la manufacture, dans le savoir-faire, et je pense que c'est quelque chose qui a été très structurant dans la manière de penser la formation au Métier sein de la technique. maison. Exactement. Et aussi avec cette chance extraordinaire d'avoir des collaborateurs qui créent des parcours professionnels au sein de la maison et qui donc transmettent aussi leur savoir. Donc je pense que la notion de transmission et la notion de savoir-faire, elle s'applique à l'ensemble de nos métiers. Mais grand sujet chez vous, parce qu'il y a des pertes de savoir. Quand une couturière s'en va, on perd 50 ans d'histoire, de technique, voilà. Et il faut que ça soit transmis, ça. Alors, il faut que ce soit transmis et mes collègues de l'industriel en parleraient encore mieux que moi, mais l'avantage c'est qu'on est très bien implanté localement, en particulier pour nos manufactures dans l'ouest de la France, et donc en fait on a aussi des générations qui se transmettent. De mère en fille. Exactement, ou de mère en fils. En tout cas, on a vraiment cette notion de transmission aussi au sein de famille. Jean-Roch Houllier, on entend Longchamp, la transmission, on voit la technologie et la technique de ces artisans, qui sont des artisans d'art pour certains. Safran, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous avez mis en place lorsque vous êtes arrivé, vous qui veniez de l'éducation? C'était quoi, je dirais, la philosophie du concept de la formation chez Safran? Chez Safran, c'est une formation d'abord qui s'enracine il y a très longtemps, c'est-à-dire on parle même de compagnonnage dans les méthodes de transmission des savoirs, en particulier au niveau de toute cette population d'hommes et de femmes, techniciens, opérateurs, opératrices, qui forment plus de 44 000 personnes sur un groupe quand même de 110 000 personnes. Donc c'est déjà très ancré dans le temps. Je dirais qu'on vient, nous, un petit peu par-dessus, les aider finalement à optimiser cette formation par rapport à des enjeux qui sont considérables. On a vraiment deux très très grands enjeux. Le premier, c'est cette pyramide des âges qui se creuse. Bien sûr. Avec des départs, et en particulier la génération X, qui commence à partir à la retraite. Donc on va avoir certainement un trou de compétences auquel on fait face, qui est massif. Et quoi, de techniciens, de compagnons? Entre autres, voilà, on revient un peu à Longchamp avec des perles rares. Oui. La soudure. Comme on parle souvent des maroquiniers également dans le domaine du luxe. Donc là, on a un risque de perte de compétences critiques. Et on a aussi un deuxième enjeu et problème considérable, c'est la porte d'entrée. Oui. C'est-à-dire qu'on trouve de moins en moins ce qu'il convient par voie directe, avec en plus une baisse du niveau assez considérable, malheureusement, par rapport, on parlait d'éducation, à ce que nous renvoie l'éducation nationale aujourd'hui, tant sur le plan scientifique avec une baisse du niveau, mais aussi évidemment par voie indirecte sur les métiers, entre guillemets, col bleu, techniques, où il y a moins d'appétence et on fait de plus en plus de reconversion.
On va y venir dans un instant parce qu'il y a aussi le centre de formation, la manière dont en interne vous allez former, faire grandir sur des métiers techniques, parce que ça c'est important et c'est un vrai sujet qui impacte aussi les maisons de luxe, d'où l'intérêt de ce débat. Chez GS Serwen, comment vous observez cette question de la formation? Parce qu'il y a eu beaucoup de formations où, vous savez, on allait en formation, on ne vérifiait pas forcément la qualité de la formation, on a fait la formation, c'était très sympa. La formation aujourd'hui c'est un enjeu clé de la rétention, et je dirais même du ROI, du business. C'est essentiel. Clairement, et je vais faire une analogie avec le monde du luxe, justement. On parle beaucoup de sur-mesure, c'est-à-dire que nous, on voit la formation comme étant quelque chose vraiment en lien avec la culture de nos clients, avec la culture des entreprises qu'on accompagne. Ça passe par une connexion avec la littérature managériale sur voilà, les articles, aussi de l'écriture. On a aussi des chercheurs chez nous de notre côté. Et aussi, et ça on est très très fiers de pouvoir le défendre et de le vivre, les pieds sur le terrain, les pieds dans l'opérationnel, comprendre ce qui se passe, comprendre le quotidien des personnes qui vendent les produits de luxe, le quotidien des personnes des cols bleus qui font justement ces produits-là. C'est la même chose chez des industriels, pour comprendre, voilà, quand on parle de fonderie, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les enjeux en termes d'approvisionnement. Donc on a vraiment cette volonté de comprendre les enjeux économiques des entreprises pour ensuite proposer des modèles qui vont s'appuyer sur des valeurs, sur des comportements managériaux et proposer du coup des modèles d'évolution comportementale. Vous nous dites, on n'est pas sur étagère avec des formations typées, on est au contraire des formations très affinées, très fines, pour répondre véritablement à la culture de l'entreprise et à ses besoins. C'est ce que vous nous dites. Exactement, c'est ce qu'on défend et c'est ce qu'on aime faire. Ça fait partie de notre ADN. Ça, c'est ce que vous portez, parce que je suis allé voir un peu ce que vous portiez aussi. C'est au-delà du point de vue, je dirais même comme philosophie chez Safran. Il y a ça chez vous, Jean-Roch, l'idée d'être au plus près non seulement de ceux qui vont être formés, mais d'être au plus près des pays dans lesquels vous êtes implantés. Et là, ça se complique. Parce que c'est un peu comme les gammes de produits alimentaires, on les adapte en fonction des pays, en fonction des goûts. Et ça, c'est un vrai sujet de complexité pour vous. Oui, alors en premier lieu, vous avez raison, il y a ce travail en fait de contextualisation et finalement de maturité de l'entreprise vis-à-vis du learning, qui pour moi est un préalable essentiel, sinon au risque de délivrer des formations de surface qui n'ont pas de prise au sol. Comme on le dit aussi beaucoup en innovation, il est facile d'innover pour innover. Donc c'est la même chose. Donc Safran est un groupe qui se connaît plutôt pas mal, on peut le dire assez réflexif. On fait d'ailleurs beaucoup de tutorat et de compagnonnage, qui sont des approches pédagogiques réflexives par excellence. Et à côté de ça, il y a l'idée en fait de venir en soutien, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. En effet, on est sur une trentaine de pays. Et surtout, dans la mesure du possible, de travailler aussi à personnaliser au sens safranisé, c'est l'expression. C'est très beau. Les lignes de formation, finalement avec une volonté de beaucoup créer et transmettre en interne. Donc Safran a lancé il y a maintenant 4 ans le programme Safran enseigne à Safran, qui part de la conviction que chacun ou chacune est un créateur, une créatrice, un transmetteur, une transmettrice potentielle de savoir. Oui, il a quelque chose à donner en fait. Fondamentalement, Ouais, c'est formidable. très important dans le partage des expertises et c'est basé sur le pilier de coopération, qui est l'un des 4 piliers de ce qu'on met derrière nous, le concept un peu éthéré d'entreprise apprenante. Donc à partir de là, on a une flotte d'auteurs-autrices. On a par exemple 740 hommes et femmes qui produisent les contenus digitaux. Il n'y a quasiment plus rien d'acheté à l'extérieur, ou alors uniquement en mode action sur un événement donné. Mais on n'a plus de grandes librairies, ça s'est terminé. Donc tous acteurs de sa propre formation. Il y a cette idée derrière, et puis il y a un gagnant-gagnant, puisque ça fait des gens qui se professionnalisent sur un segment qui peut-être demain leur servira. Exact. Et en même temps, d'ailleurs, des gens, il y a des âges de la vie où on passe en mode transmission. Donc c'est une opportunité aussi de poser le crayon et de développer sa propre réflexivité plutôt que de courir à travers tout, dans un business d'ailleurs, entre parenthèses, qui ne cesse de s'accélérer. Et à partir de là, avec cette flotte de formateurs, on a aussi bien sûr des partenaires, on va avoir un travail de déclinaison en local, là qui tient compte, on en a parlé tout à l'heure pendant la table ronde, des particularités locales. Donc là, il faut trouver un modèle d'adaptation sans finalement trahir l'intention, Oui. tu le disais tout à l'heure très bien, l'intention globale, mais en même temps dans le respect en fait des spécificités, des individualités. Vous évoquiez le cas du Mexique, par exemple. Vous avez qu'un taux de 16% de personnes qui vont se former, trop faible,
Pourquoi? Pas assez adapté aux besoins? 16%, c'est le taux d'absentéisme. D'absentéisme, en ce qui est réalité, hein. gros. Ce sont entre guillemets, des personnes qui ne viennent pas, mais sans bonne excuse, entre guillemets. Alors qu'elles étaient inscrites. Voilà, c'est donc assez embêtant. Hein. C'est pas des no-show autorisés, une personne par exemple qui a un décès familial. Non, non. Non. J'y vais pas. 16% ne vient pas alors que la session a passé le go-no-go de validation. Donc il y a quand même un problème d'adhésion, d'adhérence au programme qui nous pose de sérieuses questions. Et donc un problème de coût aussi, il faut quand même préciser Évidemment, que ça a un coût. des coûts qui d'ailleurs, puisqu'il ne s'agit pas de no-show justifiés, sont refacturés aux filiales qui perdent de l'argent pour finalement ne former personne. Donc ça, c'est des indicateurs extrêmement importants. Culturellement, c'est le double de la France. La France est plutôt à 5-6 points de taux d'absentéisme. Et donc ça pose de sérieuses questions sur la façon dont le programme est proposé. Et les premières causes montrent... Le marketing de la formation, quoi. Oui, et en fait, la première analyse montre qu'en fait, selon les cultures, la prise en main des outils et ce qu'on appelle chez nous l'auto-inscription par le salarié Détourné. va se retrouver détournée, Ouais. contournée par finalement le management qui va inscrire les gens à leur place. Et vous savez ce que c'est quand vous inscrivez un programme que vous n'avez pas choisi. Non, on vous pousse. Souvent, vous levez la main en disant « mais pourquoi suis-je là ?» Bah exactement. Voilà. Et puis il y a un petit côté parfois un peu agaçant chez le collaborateur qui dit mais pourquoi tu m'as choisi? C'est-à-dire que j'ai pas la compétence, j'ai pas le niveau. Enfin, il y a ce rapport-là aussi. Absolument, ça peut vient être, pas de même. Ça voilà. vient finalement d'une direction qui va contourner le processus. Nicolas, je vous donne la parole, mais chez Longchamp, on a démarré par le luxe parce que c'est des maisons, on a un peu l'image d'Épinal, des films, ces personnes qui travaillent, qui se transmettent à l'oral. Enfin, il y a quelque chose de très, au fil des décennies, voire des siècles. Qu'est-ce que vous avez mis concrètement, j'allais dire, en outils modernes de formation, justement pour pouvoir aussi répondre à cette transmission? Puis Longchamp, c'est aussi des techniciens, mais c'est aussi des vendeurs, c'est aussi du marketing, c'est aussi de la communication, c'est aussi une marque. Qu'est-ce que vous avez créé chez Longchamp? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, mon cœur de métier, c'est de m'assurer que nos collaborateurs en magasin aient la facilité de pouvoir échanger avec du sens sur nos produits, nos savoir-faire. La posture, les soft skills. Et qu'ils soient à l'aise pour transmettre ces histoires auprès de nos clients. Comment ça passe? Ça passe d'abord avec beaucoup de bon sens et cette idée de se dire qu'est-ce qui va permettre aux collaborateurs d'adhérer à nos formations. Ça passe par 3 éléments. Le premier, c'est d'abord une vision globale, centrale, très claire de où on a envie de les amener. Un outil digital unique, donc une plateforme digitale sur laquelle ces contenus vont être partagés. Donc c'est du learning là, très moderne. Hein, très moderne. Et ensuite une communauté locale de learning qui vient l'animer de manière spécifique. Qui fait écho à ce que vient de nous dire Jean Roch. Exactement. D'accord, donc c'est acteur de sa formation et puis on a une forme d'identification parce que c'est un collaborateur qui le dit, hein, c'est ça aussi l'enjeu. Hein. Exactement. On s'identifie. Et même au-delà, c'est vraiment l'idée de se dire comment est-ce qu'on met en action des valeurs qui sont celles de la maison, l'authenticité, la curiosité créative, au travers à la fois de formations qui vont se traduire dans le concret du métier. Comment vous regardez, on voit l'évolution, on voit le travail très approfondi des enjeux de formation. Ça, c'est des conseils que vous apportez chez Sujets One. Vous avez parlé tout à l'heure d'affiner au plus près. Puis ensuite, il y a le déploiement très, très concret aussi, la manière dont on va l'organiser, cette formation. Certains disent même plus d'ailleurs formation, parlent même d'atelier. Le mot formation est en train de disparaître doucement presque du vocabulaire. Ça, vous le ressentez aussi? Oui, et ça, dès la genèse de ce type de programme. C'est-à-dire que quand il est nécessaire de mettre en place des programmes de transformation culturelle, d'évolution, de mise en place de valeurs communes, c'est ce qui était évoqué par Jean Roch juste avant, c'est quand on a la possibilité d'accompagner nos clients sur ces aspects-là, dès le plus tôt, en fait, ça permet aussi, la consultation permet aussi l'adhésion, en tout cas au langage qui va être celui du programme. Donc, des valeurs, des comportements clés, et derrière ces comportements, on va se dire comment est-ce qu'on va incarner ces comportements? Qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie, sur le terrain, ces comportements en termes de compétences? Et là, c'est là qu'on accompagne des collaborateurs. Donc il y a vraiment toute une chaîne de valeurs comme ça, de la traduction de valeurs jusqu'aux comportements qui vont aller servir des enjeux business. Jusqu'au slide, et j'ai envie de faire la bascule, puisque je fais le slide, c'est un peu traditionnel, on sort le slide, on met l'ordi, puis on écoute. Ça, c'est la salle de classe tradi, et je vous vois sourire, parce que c'est plus ça aujourd'hui la formation, avec l'arrivée de l'IA, avec les outils digitaux, c'est fini, c'est plus ça. Non, je suis boomer là quand je dis ça. Alors oui et non, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui utilisent ce type d'outils. Moi, ma vision, elle est différente. C'est si je sors le collaborateur pour le faire venir dans une salle, c'est certainement pas pour lui dérouler des slides, c'est pour le faire participer. Le descendant, quoi. Exactement.
L'idée, c'est de participer, c'est de s'entraîner, c'est qu'on retrouve aussi cette idée réellement de la formation comme un lieu Et d'apprentissage. transformation. D'abord d'apprentissage et ensuite de transfo. transformation. Mais ça veut dire donc il faut faire des exercices, il faut s'entraîner. Exactement. Il faut se Bien. tromper, il faut réessayer, il faut se corriger. Et surtout, ça répond, et tu le disais très bien, à quel est mon objectif? Quel est le comportement que j'ai envie de changer? Quelle est l'attitude que j'ai envie de voir se développer? Ou la couleur que je veux voir apparaître dans mes magasins. Exactement. Pareil chez vous, parce que on peut se tromper, la formation doit être transformative. Vous parlez de compagnonnage, de tutorat, de notion d'ambassadeur, de ceux qui sont des collaborateurs et qui parlent. Il y a quand même aussi, pour l'école bleue, mais aussi pour l'école blanc, l'idée de s'entraîner, de s'exercer. Enfin, quand c'est que descendant, on en perd quoi? 90%, puis on sort, on se dit, c'était sympa, mais qu'est-ce que je vais en faire après dans mon boulot? L'enjeu, c'est qu'on s'en serve. Alors en premier lieu, déjà pour revenir au terme formation, après tout dépend, on revient vraiment à la contextualisation, à la maturité de l'entreprise. Par exemple, Oui. chez Safran, le terme est encore très utilisé. C'est en fait un long changement culturel, hein. La formation devrait céder en effet le pas à l'apprenance, mais ça c'est Exactement. encore une intention assez éthérée. Concrètement, quand vous demandez combien vous avez de pourcentage de formation réglementaire pour être autorisé à aller sur la ligne de production, c'est environ 30%. Donc on a vraiment cette notion de contextualiser ce que Exact. nous faisons. Donc chez nous, le terme est encore très installé. Et j'ai envie de dire, finalement, c'est comme l'entreprise apprenante. L'idée, c'est plus d'en parler en façade. Ça n'intéresse pas les opérationnels, c'est de le faire sans le dire. C'est pas du tout la même approche. Autrement dit, si vous préférez, tout ce qu'on fait, par exemple, colocalisé au poste, c'est finalement pour avoir un impact maximal. Donc typiquement, la formation va s'imbriquer au travail. Et je me forme presque sans savoir C'est que ça. je suis en train de Il n'y a pas un gros mur qui sépare les deux, en fait. Non, il n'y a plus de cloison. Ouais, c'est ça. Et donc, cette imbrication, pour la première fois, permet, on en parlait tout à l'heure à la table ronde, de rentrer dans le rapport charge-capacité quasi exclusif. Et si derrière, sans le dire, on fait de l'entreprise apprenante, à partir d'un problème vraiment tiré par le besoin, celui de l'opérationnel, Exact. les deux gagnent. L'opérationnel gagne et la RH gagne avec ces concepts éthérés d'entreprise apprenante, qui ne veulent rien dire chez les opérationnels, hein. Oui. Donc, les approches ont beaucoup Ouais, c'est changé vrai. chez nous. Tous les concepts RH restent à la porte lorsqu'on discute avec les opérationnels. Et en fait, on ne le leur dit pas. C'est comme Julia de Funès avec le bonheur, vous le savez, quand vous avez un chief happy officer au bureau, il y a un problème. C'est Le vrai. bonheur, ça ne se décrète pas, la Exact. motivation non plus, et l'entreprise apprenante encore moins. Donc ce sont des corollaires. Donc vous voyez, la façon d'aborder les choses est différente. Je trouve ça assez passionnant ce que vous nous parlez de l'entreprise apprenante, qui pose toujours la question quand même de est-ce que cette formation a été utile? Est-ce que le manager considère que les 2 heures, les 3 heures, la journée qu'il a passée a une incidence dans le business? Parce que vos enjeux, il est là quand même, hein. Si un vendeur, s'il a les outils, la bonne histoire, le ton, il va vendre peut-être plus de produits, donner envie aux clients de revenir. Si je suis mal reçu, je reviens pas. Enfin, votre enjeu, il est quand même assez basique, mais il est là aussi quand même, hein. Le but étant, au-delà de vendre, de nouer une relation. Mais oui. Nous, notre valeur principale, Exactement. chez Longchamp, c'est l'authenticité. Donc Ouais. le but, c'est des produits qui sont authentiques, qui sont justes, Ouais. mais Et savoir en parler, et que la relation Ouais. qui se crée avec le client soit juste, elle aussi. à la bonne Euh, distance. Exactement. Et ça, c'est vrai chez vous, et je donne la parole à Nicolas qui veut intervenir, mais c'est vrai chez vous. Les managers vous disent, ta formation, écoute Jean-Roch, super, mais moi, si tu veux, elle m'a rien apporté en termes d'équipe, je le vois pas. Et ça, c'est un truc que vous entendez ou que vous n'avez pas envie d'entendre. Non, aussi, qu'on parfois. entend depuis très longtemps, en fait, c'est le fameux so what. Et ouais. Donc le seul endroit où on l'a finalement réussi à le dépasser, c'est vraiment là, dans ces territoires où on a colocalisé formation et travail. Et d'ailleurs, avec les managers à bord, ce qui est assez rare, Oui. par exemple sur les parcours tutoraux qui durent maintenant à peu près 4 mois au lieu de 6, donc on a gagné 2 mois d'heures productives, ça c'est un indicateur opérationnel, c'est pas un indicateur RH. Wow. Les managers sont dedans, on appelle ça le TMA, le tuteur, manager, apprenant. Les trois peuvent suivre le voyage tutoral à partir du socle métier duquel on part. Vous voyez d'ailleurs ça En digital, hein, Jean-Roch. en digital, on est d'accord, mais hein. sans remplacer la relation. C'est pas du e-coaching, c'est la plateforme optimise ce qui se faisait avant avec de l'Excel et du Word, Ouais. mais elle ne remplace en aucun cas la relation physique. Donc c'est du figital. Donc il y a les deux. Il y a les deux, bien sûr. Ok. Il est hors de question que le tuteur ne vienne pas marteler la pièce. Si le chaudronnier de savoir comment marteler, c'est Essentiel. certainement pas à distance qu'il va le faire. C'est impossible Donc de c'est vous à moi. pas un digital bling-blingant, c'est Ouais. un digital d'appui, ce qui n'est pas la même chose. Donc c'est du complément qui augmente. Qui en fait optimise Ouais. toute la gestion administrative du voyage, qui est compatible à FEST, hein, Action de formation en situation de travail. C'est-à-dire que les moments réflexifs sont dans le voyage. Et surtout le socle, ce qu'on appelle le livret métier. On parlait tout à l'heure à la table ronde de l'inversion du mouvement SBO, top-down,
par un mouvement, qu'Orange appelle, c'est Orange qui a créé le terme, Oui. Skills-Based Learning par le sol, c'est-à-dire le livret métier afférent au métier au poste, par exemple chaudronnier. Oui. C'est le point de référence du voyage, d'autopositionnement et de validation tutorale et managériale, jusqu'au feu vert d'autonomisation du chaudronnier sur la ligne. Ouais, ça c'est Alors là, ça change tout, hein, parce que Ah là, oui. on sait dans quel état il sort, où elle sort. exactement. Et on voit sa progression par Ah ailleurs, bah, puisque évidemment. ça part du bas. Et on peut dire à telle date, sur les runners, les pièces récurrentes, feu vert. Par contre, sur les pièces d'exception, feu rouge. Parce que vous avez des enjeux très forts pour les chaudronniers, je précise. Le moindre Voilà. micron, le moindre millimètre. Enfin, Et là, vous tombez sur les indicateurs opérationnels. Un deuxième que j'ai pas cité, c'est le BPC, le bon du premier coup. D'ailleurs, entre nous, Ouais. sur les lignes de Incroyable. luxe, mon fils travaille chez Louis Vuitton, je sais qu'en général, l'optimisation est moindre. Je ne vais pas donner les détails. Mais Donc c'est vous un êtes peu meilleur que Vuitton, c'est ce Oui, que vous voulez on peut dire. quand Bon, même que d'accord. Sur l'optimisation, on pousse bien. D'accord. Parce que, vous savez, quand on prend l'avion, il y a des contraintes de sécurité. Ah, bah, il n'y a pas d'erreur possible. Donc, entre guillemets, là-dessus, c'est zéro vraiment tolérance. Donc le BPC pour nos opérateurs, opératrices, c'est quelque chose d'essentiel sur la ligne. Ouais. Si le tuteur... C'est une fait le valorisation travail, pour eux, ça. Ah oui, le BPC s'améliorera beaucoup plus vite. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. Et pour une fois, l'ARH s'imbrique indirectement dans le processus travail sans s'appeler RH. Et elle récolte en corollaire le résultat de l'entreprise apprenante qui, une fois de plus, pour l'opérationnel, mais vraiment, hein, ne veut rien dire. Ouais, bien sûr. Ça, c'est passionnant. Enfin, comment vous regardez ça, Nicolas? Parce que vous aussi, qui êtes aux côtés des entreprises, vous devez aussi vous inspirer, je dirais, de modèles, je dirais, qui ne sont pas des expériences, hein, mais qui sont des modèles assez uniques et qui peuvent nourrir aussi votre réflexion. Ah ouais, tout à fait, c'est nourrissant d'ailleurs, c'est à l'image de ce débat. On parlait d'apprenance et je voudrais revenir sur cet élément-là. On aime beaucoup l'idée de programmes qui sont des programmes transformants pour les leaders et des programmes qui vont transformer les leaders. Donc, les leaders vont transformer l'organisation par les programmes et ils vont aussi se transformer à travers ce programme-là. Alors, on parlait du top-down, qui est absolument pas la modalité qui va permettre justement cette transformation. Et ça passe tout simplement et très concrètement par la disposition des salles. C'est-à-dire que, en fait, des salles avec des participants en randonnion qui vont être là pour écouter, c'est bien d'amener quelques messages au début pour cadrer. La salle de classe, quoi. Enfin, Ça c'est- s'arrête là. Ouais. Ça s'arrête là. On disrupte même le lieu où on fait la formation. Exactement, on crée le mouvement par le corps d'ailleurs. Hein. Parfois on peut être debout, parfois on peut être mis en situation. Il y a des observations, on s'observe entre pairs, On se regarde, on se regarde, on se critique débriefe. avec bienveillance, je pense. Et on se fait des débriefs, voilà, exactement. Donc il y a vraiment cette nécessité de brainstormer ensemble, de construire ensemble et justement de peut-être venir challenger ces pratiques et éventuellement des angles morts aussi de nos pratiques. Avant de nous quitter, vous avez évoqué le sujet en cours et en début de débat, Jean-Roch, sur la difficulté que vous aviez à recruter de la qualité, puisque vous l'avez dit à peu près comme ça, et que la matière première qui vous arrivait était de faible qualité. Là aussi, il y a un gros travail, vrai aussi chez Longchamp. Il faut quoi? Façonner, poncer, retravailler, les faire passer au-delà du premier coup. Il y a tout un travail en amont d'implémentation, même des règles de sécurité. Enfin, c'est un gros sujet, ça, dans vos entreprises. C'est pour ça qu'on a dû créer ce réseau donc, qui était déjà là, mais qu'on a fédéré. Hein. À partir de 2023, on le fédère des écoles industrielles, hein, qui est vraiment l'anneau qui englobe quelque part toutes les portes d'entrée groupe pour les lignes de production. Donc on est à la 80e. D'ailleurs, l'école, entre guillemets, hein, se colocalise là aussi au lieu de travail pour qu'il n'y ait pas un schisme entre je vais à l'école et je vais au travail. Typiquement, on en a une à Saint-Quentin en Yvelines de maintenance de nos moteurs. Elle est vraiment intégrée. Elle est dans le lieu. Oui, donc je ne prends pas un bus pour aller ailleurs. Non, je suis sur mon lieu de travail. Moteur réel, je peux aller sur le moteur d'entraînement. Extraordinaire. Donc, cette idée de colocalisation appelle ce qu'on appelle les variables socio-organisationnelles qu'a défini Philippe Carré. Quatrième axe important pour nous en pédagogie, c'est que le lieu donne le ton. Vous avez parfaitement raison, le lieu donne le ton. D'ailleurs, je suis toujours surpris dans l'éducation supérieure, que je donne des cours à droite à gauche, je vois que c'est toujours les randonnions à la papa. C'est bien sûr. Alors si vous dites je veux un îlot, vous le faites vous-même, donc la fois suivante, vous laissez le randonnion. Hein, parce qu'il y a une logistique arrière aussi, c'est ça le problème. Hein. C'est vous qui, pour le dire un peu cash, vous cognez les tables et faites les îlots. Voilà, donc ça va bien. La prochaine fois, vous ferez en randonnion. Et vous faites comme en classe. Malheureusement, la pédagogie n'est pas la même, vous avez bien raison. Et puis le transformatif n'a pas lieu. Vrai pour vous aussi, hein, pour terminer, parce que vous avez aussi besoin de les tester, ces jeunes, parce qu'il y a aussi quand même des profils jeunes, qui ne sont pas des hyper diplômés quand on rentre au magasin. Il faut les accompagner, il faut leur donner des outils. C'est la même chose. Alors, et ils n'aiment pas toujours aller à l'école. Oui, alors oui et non, parce qu'on a des profils qui sont de plus en plus variés. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt que de savoir ce qu'on va leur apprendre,
c'est quel sens on va leur partager. D'accord. Et comment je m'adapte aussi à leur profil? Exactement. Oui. Et comment je m'adapte aussi en termes de pédagogie à des nouveaux contenus, beaucoup plus éditoriaux, Bien sûr. beaucoup plus incarnés, beaucoup plus visuels. Comment est-ce que je leur donne ce sens qui est si important pour eux? Parce que si le sens n'est pas donné, c'est terminé. On les perd. Le sens qui est aujourd'hui le grand sujet des collaborateurs dans tous les secteurs, peut-être encore plus chez vous. Ben, encore plus parce que nous, on leur demande de créer des expériences. Ben oui. Donc, si on n'est pas capable au niveau de la formation Ah bah de le raconter. et surtout de créer aussi des expériences pour eux en tant qu'apprenants, c'est sûr que ça fait pas sens. Le sens, côté safran, bah, je pense qu'il y a quand même l'idée de se projeter et que quand on prend l'avion, bah, il y a du safran. Il y a aussi ça à raconter. Enfin, c'est que la moindre erreur, elle est fatale aussi et qu'elle a des enjeux majeurs. Oui, et d'ailleurs, le sens s'incarne aussi dans l'histoire, c'est-à-dire que dans les groupes, en tout cas respectueux des histoires, typiquement, nous avons un musée chez Safran, Ouais. des plus belles innovations groupes. Il y a une histoire d'enracinement parce que les jeunes générations attendent aussi une forme de restabilisation Exact, de relativement cadre. longue qui va trop vite. Mm. Donc c'est intéressant d'avoir des environnements qui favorisent le sens dans les deux directions, pas uniquement la projection, mais aussi la réflexivité et poser le crayon. Et d'ailleurs, on est en train de travailler la mise en place d'une école de la pensée qui va venir en contre-feu à cette dominante du temps court que l'IA est en Génial. train de mettre en place, qui commence à poser de sérieuses questions pour toutes les générations. C'est Et vrai. on le voit, les jeunes, c'est déjà plus dur pour eux à l'âge par rapport à ce qu'on avait nous dans leur situation. On voit qu'il y a un stress inhérent beaucoup plus fort chez eux. 15 secondes pour un mot de conclusion chez Côté. Parce que je vous vois, on est tous happés par ce qu'on entend et par, je dirais, la vision très en hauteur de ce qui est proposé. On est en train de casser les murs du mot formation et presque de le faire disparaître dans ce débat. Ah, parce que la formation, enfin, on parle la règle des trois unités au théâtre. Eh ben, la formation, en fait, casse justement cette règle-là. Ouais. On n'a plus de règles de lieu, on n'a plus de règles de temps. Ça se passe au-delà de la salle de formation. On a dit qu'on redisposait les tables. Bon, ça c'est pas nouveau. Mais au-delà de ça, il se passe des choses en dehors de la salle. Parce que l'objectif, c'est que ce soit une transformation durable. Donc on a vraiment cet enjeu d'ouvrir les portes. Merci, messieurs. Merci pour ce débat très Merci. inspirant, très éclairant. Merci. Merci à vous, Merci cher beaucoup. Julien Lanette, Global Éducation, directeur chez Longchamp. Merci à vous, Nicolas Abrard, directeur chez Juliette Sterwen. Et merci à vous, Jean-Roch Houlier, de nous avoir éclairé au-delà de vos compétences, de votre passion aussi, voilà, d'apporter de la disruption, de la nouveauté à vos collaborateurs, tous ceux qui passent dans tous les pays du monde chez Safran. Merci à vous trois. Merci aux équipes techniques qui m'ont accompagné. Merci bien sûr à Nicolas Juchat. Merci à Pierre Lou à la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. Nous étions évidemment dans une émission délocalisée chez YouSpring, le printemps des universités des entreprises. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.